Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans MetaShift, le média des transitions. On va parler une fois encore des biotechnologies avec une invitée en la personne de Céline Duroc, qui est directrice générale de l'AGPM. Céline Duroc, bonjour. Bonjour. On rappelle d'abord ce qu'est l'AGPM. J'ai une petite idée, mais je vous écoute. Bien sûr, donc l'AGPM, c'est l'Association Générale des Producteurs de Maïs. D'accord, c'est l'ensemble donc des producteurs Exactement. qui produisent du maïs sur l'ensemble des territoires français. Si je vous dis biotechnologie, est-ce que vous pourriez me donner une définition? Je n'ai pas dit la définition du dictionnaire, mais finalement une définition qui corresponde aux professionnels qui s'en servent et qui travaillent pour le maïs aussi. Pour le maïs, les biotechnologies, c'est avant tout finalement des outils à disposition pour avoir des solutions. L'agriculture ne peut pas produire sans avoir des éléments à disposition pour s'exprimer pleinement. Le maïs a beaucoup d'atouts, mais s'il n'a pas de solution à disposition, il n'y arrivera pas. Et on est chez MetaShift aujourd'hui, c'est surtout des outils à disposition pour conduire les transitions. Finalement, et si on fait aussi un petit rappel en arrière, c'est pas tout nouveau, c'est pas depuis aujourd'hui qu'on utilise les biotechnologies, on en parle peut-être plus, mais c'est pas tout nouveau non plus. Ah bah non, c'est pas tout nouveau non plus, c'est surtout finalement la base dans bio et technologie, il y a bio et technologie, donc la biologie, c'est comment est-ce qu'on est capable de travailler sur la base de la biologie, donc finalement c'est les bases même de l'agriculture, c'est-à-dire que quand on fait de la sélection végétale, ce que font les agriculteurs depuis la nuit des temps, finalement c'est une forme de biotechnologie. Après ça a pris un sens un petit peu différent avec le débat sur les OGM, qu'on peut difficilement éviter, mais la question c'est dans quelle mesure on a des outils qui nous permettent d'atteindre des objectifs et donc de créer ces solutions. Et donc on en a beaucoup parlé ces dernières années, on y revient aujourd'hui parce qu'on a la science avance, de nouvelles techniques, de nouveaux outils plus précis, plus rapides, qui nous permettent d'envisager l'émergence de solutions sur l'ensemble des enjeux qui sont devant nous. Des enjeux, des solutions par rapport bien sûr à des problématiques. Alors quand on parle de maïs, on parle bien sûr d'agriculture, donc de travail de la terre, de travail des plantes, dans un environnement en transformation, un changement climatique, moins d'eau, des vraies transformations de saison même. Donc finalement, les biotech sont, comme vous le disiez, un outil pour répondre à ces solutions concrètement. Tout à fait. L'idée aujourd'hui sur l'évolution qu'on a dans les techniques qui sont à disposition, c'est d'essayer de voir comment on peut regarder ce que la nature fait. Mais la nature, il lui faut beaucoup de temps pour sélectionner les bonnes qualités. Et comment, une fois qu'on a identifié ce que la nature est capable de faire, comment est-ce qu'on est capable de l'entrer dans nos productions cultivées? Maïs en l'occurrence. Le rendre pratique. Exactement. Comment est-ce qu'on est capable d'utiliser la solution naturelle, mais avec un temps qui correspond finalement à ce que doit faire l'agriculture. On voit bien que le temps s'accélère, le changement climatique en est le meilleur exemple. On ne peut pas attendre 20, 30 ou 50 ans d'avoir des solutions sur l'adaptation au changement climatique, à commencer par la tolérance au stress hydrique. Le stress hydrique, il est là depuis plusieurs années déjà. Il y a de la sélection des plantes sur la tolérance au stress hydrique. Donc des plantes qui ont besoin de moins d'irrigation pour produire autant ou qui sont capables de supporter plus de jours sans pluie, par exemple. Des plantes des graines qu'on peut semer plus tard aussi, récolter plus tôt peut-être, par exemple. Plus tôt, s'adapter effectivement à des cycles différents. Mais par exemple pour le maïs, si on veut éviter la période cruciale de l'irrigation, qui est en fait comment passer un climat pas toujours très favorable au moment de la floraison. C'est à la floraison que le maïs est extrêmement sensible. On a besoin de réfléchir à mieux utiliser l'eau sur cette période ou quand on n'en a pas à s'en passer. Et pour s'en passer, on peut aussi changer la période où on a la floraison. Et donc ça veut dire être capable de semer plus tôt. Mais semer plus tôt, ça veut dire avoir des graines qui résistent mieux au froid, par exemple. Être capable de semer du maïs à une période où normalement il ne fait pas assez chaud pour que ça germe. Voilà, donc c'est tout ça qui nous permet d'avoir des solutions grâce aux biotechnologies. Justement, concrètement sur ces biotech, parce que c'est vrai que quand on parle de biotechnologie, vous avez tout à l'heure parlé effectivement, oui, mais on pense aussi OGM, on pense, etc. Donc il y a des terrains de jeu techniques scientifiques qui parfois font peur. Il faut faire un distinguo entre les biotech et les OGM. Mais concrètement aussi, ça veut dire quoi? Qu'on va agir sur le génome de la plante, on va la modifier grâce à ces biotech pour, comme vous le dites, avoir un maïs qui aura besoin de moins d'eau, de moins d'intrants, etc., etc. Concrètement, c'est ça? Alors c'est ça, c'est la base même de la sélection variétale. C'est-à-dire que si on veut une plante
qui résistent mieux au stress hydrique ou qui résistent mieux à des attaques d'insectes, hein, parce que le changement climatique, ça a aussi un impact sur les ravageurs, ou qui demain nous permettra de capter plus de carbone, ou de se passer d'engrais azotés, parce qu'on sera capable de faire comme les légumineuses dans le maïs ou dans le blé, et de capter directement l'azote de l'air. Mais finalement, c'est les mêmes bases que si on n'utilise pas ces techniques. Oui, on modifie le génome. La sélection variétale, c'est utiliser un parent A, un parent B, les croiser, donc on invente un génome un peu différent. Là, encore une fois, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on le fait? Effectivement, ces techniques permettent de le faire de façon très précise. On a identifié un gène qui permet à la plante de mieux utiliser l'eau. Très caricatural parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pour donner un exemple. Et ben, si ce gène, on l'a identifié dans le maïs, il y a quand même plein de chances que ce gène il soit existant dans le blé, par exemple. Donc si on est capable de l'activer pour qu'il soit plus efficace ou de l'éteindre quand c'est des choses qui ne sont pas très favorables, bah, à ce moment-là, on a une sélection plus ciblée et on peut aller beaucoup plus vite pour que les plantes expriment ces solutions. On a déjà évolué, on a aujourd'hui, avant de parler de demain et d'après-demain, déjà des solutions pratiques avec de nouvelles semences, de nouvelles variétés qui déjà sont plus adaptées aux circonstances. Pas forcément idéalement, mais sont plus adaptées. Exactement. Ce qu'on voit, c'est que le progrès, l'innovation apporte des réponses, une forme de continuum. C'est-à-dire que les variétés d'aujourd'hui sont évidemment mieux adaptés au contexte d'aujourd'hui. Évidemment, pas au contexte de demain, il y a encore des progrès à faire, mais c'est ce qu'on voit, par exemple, je reviens encore à la question qui nous anime tous sur la gestion de l'eau, on voit que les variétés d'aujourd'hui sont bien plus tolérantes au stress hydrique que les variétés d'il y a 20, 30 ou 40 ans, et on a du coup, même quand on a des contraintes en eau extraordinaire comme on l'a connu en 2022, hein, on a une année, je dirais, catastrophique du point de vue climatique pour la production de maïs. On perd évidemment beaucoup de rendement, mais on fait des rendements bien supérieurs à ceux qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. À ce titre-là, j'entendais hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une info selon laquelle, effectivement, il y a certaines productions aujourd'hui, alors peut-être le maïs, qui, malgré la sécheresse ces dernières années, sont plus productives que dans les années 60, où nous n'avions pas ces problématiques d'eau. Exactement, c'est exactement ça. Au niveau de la qualité même de la production de maïs aussi, on a des productions qui sont améliorées au niveau, par exemple, nutritionnel également, grâce aux biotech. Ça fait partie des enjeux. On n'a pas forcément toutes les solutions. Il y a sur le marché américain des variétés déjà qui sont adaptées aux demandes des clients et enrichies en protéines. C'est les maïs Waxy, pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Les biotechnologies ont permis de sélectionner très rapidement certaines variétés très adaptées à ces marchés. En Europe, on n'a pas de variétés disponibles utilisant les NBT parce qu'il y a un enjeu, on va en échanger, hein, sur la partie, sur la partie réglementaire et la capacité à mettre sur le marché ces solutions. En Europe, on n'a pas d'exemple de variétés disponibles qui utilisent effectivement les NBT. Mais on commence à avoir dans le reste du monde effectivement des solutions qui arrivent par ce biais-là. Ce qui pose évidemment des questions de concurrence, hein, de souveraineté aussi. On en parle en France, on en parle en Europe. Ça nous amène un petit peu aux problématiques, aux obstacles, aux freins qu'il y a au développement des biotech, notamment appliquées pour le maïs. Qu'est-ce qu'on voit comme problématique essentielle? Vous en avez évoqué un petit bout déjà. Finalement, c'est des problématiques réglementaires, législatives en France, en Europe. C'est ça, c'est quoi? Alors, il y a deux gros blocs. Il y a un bloc qui est quand même l'acceptation de ces solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte en Europe où il y a des questionnements autour de l'agriculture, un éloignement probablement des citoyens des questions agricoles et un éloignement des citoyens des questions scientifiques en général. Et la question de l'acceptation de ces techniques qui peuvent faire peur à certains, qui ont, on l'a dit, un lien malgré tout avec les OGM et le passé, je dirais, un peu émotionnel autour de ce sujet-là. C'est différent, mais il y a encore cette image OGM qui peut coller aux biotech et qui, comme vous dites, fait peur socialement parlant. Exactement. Alors c'est différent. Oui, on n'est pas sur les mêmes techniques. Mais l'enjeu reste le même, c'est d'avoir des variétés, des plantes qui sont modifiées pour répondre à des enjeux qui sont soit des enjeux de société,
changement climatique, par exemple, stockage de carbone, ou des enjeux de marché adaptés, avoir les meilleures protéines dans nos Mais cultures. sans forcément poser de problèmes sanitaires, de santé, En pour posant des l'environnement. questions qui sont peut-être de nature un petit peu différente, mais qui sur le fond, réglementairement parlant, sont dans le même type de Tout cadre. est dans le même panier, c'est ce qu'on Voilà. veut dire. Voilà. Et, Et du donc- coup, ça pose problème. Et donc, Pour ça, être pragmatique, en France, ça en nous Europe, empêche. on ne peut pas vraiment Ouais, travailler voilà. là-dessus sans être dans l'illégalité. Donc, on ne peut pas. Ça nous empêche de travailler, en fait, et c'est tout l'enjeu d'être capable de répondre à cette question sociétale pour débloquer le sujet réglementaire et être à la fois en capacité de mener les recherches qu'on doit mener dans un contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire en Europe. En Europe, on n'a pas le contexte des États-Unis, on n'a pas le contexte de la Chine ou de l'Amérique latine, donc il faut un contexte de recherche adapté. Et puis après, pouvoir déployer ces solutions. Il faut que nos agriculteurs aient accès aux fruits de la recherche. Or, aujourd'hui, dans le contexte réglementaire tel qu'il est, ce n'est pas possible. Ce qui pose un problème, c'est clair. Et ce qui pose un problème- Le temps va jouer contre nous aussi, contre nos Ah. chercheurs et Oui. vos entreprises également. C'est un vrai problème. C'est un vrai sujet et on voit, il y a des enjeux qui accélèrent. Il y a des réponses dont on a besoin aujourd'hui. Des problématiques qui se font jour et on sait que d'ici quelques années, la problématique va être posée, le changement climatique en particulier, mais pas seulement. Et la vraie difficulté de cette guerre contre le temps, je dirais, c'est que le reste du monde avance pas au même rythme que l'Europe et que si on regarde, je reviens au maïs strictement, l'Europe, c'est la première zone d'importation au monde. On importe plus que la Chine en maïs. On en produit de moins en moins, on en importe de plus en plus, et on en importe de zones du monde qui n'ont pas nos contraintes, et en particulier Et sur pas les ces biotechnologies. C'est le Brésil, par exemple. Le Brésil, ce sont des OGM. Donc les NBT, on est encore, ils n'ont même pas besoin, je dirais, presque de les développer, puisqu'ils ont encore les OGM. Dernière question, est-ce que vous pensez que justement, au regard de ça, de cette réalité et du commerce également qui a lieu dans le monde, les politiques regardent cette problématique-là différemment? J'ai entendu dire que l'Europe allait justement peut-être remettre sur la table cette année, l'année prochaine, cette problématique, ce regard sur les NBT, les New Breeding Technologies, qu'on peut appeler différemment aussi, qui recouvrent les biotech aussi. Le regard peut-être est en train d'évoluer. Là, il serait peut-être temps. Quel est votre regard là-dessus? Alors oui, il serait temps qu'on évolue, il serait temps qu'on sorte du débat sclérosé autour des OGM. C'est surtout ça finalement qui bloque la réflexion. Oui, la Commission européenne réfléchit sur une proposition réglementaire depuis quelques temps déjà. On s'est engagé, la GPM mais d'autres parties prenantes, effectivement, pour porter justement la nécessité de faire évoluer ce cadre réglementaire pour qu'il en sorte des solutions. Normalement, la Commission devrait proposer sa proposition de base de la discussion européenne au printemps, mai, juin, on a plusieurs dates qui circulent. Bon, la difficulté, c'est le processus européen de discussion est extrêmement long. Qui peut prendre non pas des semaines, mais plus- des mois, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et la question, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de temps aussi. Alors, on ne peut pas forcément attendre plusieurs années avant d'avoir accès à la recherche sur des futures solutions. Parce que si on attend plusieurs années pour commencer les recherches, ça veut dire qu'on aura les solutions dans 10 ans, 15 ans, ça sera trop tard. Céline Duroc, merci beaucoup d'être venue sur MetaShift nous expliquer ce sujet. Et puis, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'AGPM, l'Association générale des producteurs de Maïs. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir.